Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Julie, fondatrice du laboratoire du Prana, qui est professeure de yoga et naturopathe. J'ai connu Julie quand on était en master de cosmétique ensemble et depuis on s'est toutes les deux reconverties. Et j'ai suivi toute l'évolution de son lancement d'activité depuis 3 ans et en particulier cette dernière année où on a échangé quasiment quotidiennement. Je trouvais ça vraiment intéressant qu'elle puisse nous partager comment en 3 ans une entreprise peut vraiment évoluer alors que vous allez voir les débuts étaient loin d'être simples. Bonjour Julie, je suis ravie de te retrouver ce matin pour le podcast Un autre chemin est possible. Merci Marion de m'avoir conviée sur ce podcast. Je suis vraiment ravie de pouvoir intervenir. Ça me fait très plaisir. Comme je le raconte en intro de l'épisode, mais nous on se connaît depuis très longtemps. On s'est connus dans une autre vie puisque toutes les deux on travaillait dans les cosmétiques avant. Et on a toutes les deux fait une reconversion dans le milieu du bien-être. Toi tu t'es lancée un petit peu avant moi. Et ce qui est génial, c'est que justement, j'ai un peu suivi toutes les coulisses, l'envers du décor de ton lancement d'activité. Et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une évolution qui était hyper intéressante en 3 ans. Et comme le but de ce podcast, c'est aussi de partager des parcours très variés d'entrepreneurs. Et pour l'instant, c'est vrai que les entrepreneurs que j'avais reçus, que ce soit Delphine ou Camille, c'était des personnes peut-être un peu plus avancées. Je trouvais ça aussi intéressant de t'interviewer toi, qui est justement à ce fameux cap des 3 ans. Et justement de faire un peu le bilan de tout ce qui s'est passé et vraiment un petit peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé effectivement pour toi pendant ces 3 ans et où tu en es aujourd'hui. Ok, un super programme. Je voudrais commencer par évidemment que tu puisses te présenter et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, nous parler de ton activité. Ok, et ben écoute, alors moi donc je suis Julie, je suis professeure de yoga, je suis également conseillère en naturopathie. J'habite près de Toulouse où j'ai un petit studio de yoga que j'ai installé chez moi. Et j'ai également mon petit cabinet de naturopathie, donc ma pièce me sert aux deux. J'ai une petite fille et effectivement, comme tu le disais, c'est une reconversion puisqu'avant, je travaillais dans l'industrie cosmétique pendant une quinzaine d'années. Donc, mon activité, pour la décrire, c'est vraiment une double activité. Il y a à la fois le côté professeur de yoga avec les cours de yoga, des ateliers, des choses comme ça. Donc, vraiment classique du prof de yoga. Et puis, la naturopathie, où là, c'est plutôt des consultations. Mais également, j'aime bien essayer d'associer les deux. Donc, l'idée de départ, c'était vraiment ça, de pouvoir utiliser les outils du yoga dans mes protocoles de naturopathie et de pouvoir parler de naturopathie pendant les cours de yoga, parce que je trouve que finalement, les deux ont une approche très complémentaire et elles ont un peu la même façon de penser. Finalement, en naturopathie, en yoga, on pense la même chose. Et c'est 2 outils différents pour arriver, entre guillemets, à du bien-être, donc très complémentaires. Donc ça, c'était un peu mon idée de départ. Plus récemment, enfin au tout début, ce que je voulais, c'était vraiment me spécialiser dans l'accompagnement des troubles fonctionnels liés au stress chronique, puisque c'était ce qui m'a touchée moi, et du coup, ça faisait sens. Donc, je pense par exemple aux troubles digestifs, à l'anxiété, aux troubles du sommeil, ce genre de choses. Et plus récemment, j'ai encore affiné un petit peu les choses en m'adressant en particulier aux personnes hypersensibles, qui ont donc un mode de fonctionnement neurosensoriel particulier qui conduit à ce stress un peu chronique.
Et donc ça, c'est un peu plus récent que je communique là-dessus. Du coup, en gros, je propose à la fois des cours de yoga collectif réguliers, en groupe, mais aussi en individuel, des soirées sérénité où là, c'est de la relaxation profonde avec 2 types de yoga un peu plus particuliers, des consultations en naturopathie individuelle, mais aussi des ateliers collectifs où je mixe yoga et naturopathie sur des thèmes ciblés, et puis des programmes en ligne, et ça aussi, c'est un peu plus récent. Ok, mais ça c'est super déjà. En fait, en t'écoutant, ce que je trouve hyper riche, c'est justement de voir en 3 ans d'activité, ce que tu partages, c'est déjà ton positionnement, il a beaucoup évolué au fil du temps. Et aussi de voir en 3 ans tout ce que tu as développé. Parce qu'aujourd'hui, quand tu nous présentes ton activité, j'ai l'impression, enfin, je verrais presque pas la différence avec quelqu'un qui est beaucoup plus avancé dans son entreprise. Enfin, tu as développé plein d'offres très variées, en même temps complémentaires. Donc ça, c'est hyper riche et ouais, je trouve inspirant de voir en 3 ans tout ce qui peut se créer. Ça, c'est sûr, ça fait beaucoup, en fait, quand on le regarde comme ça, effectivement, vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu beaucoup. Et justement, un truc que j'adore dans ta pratique, t'en as parlé, c'était au départ ce souhait de mixer le yoga et la naturopathie. Et quelque chose que je trouve très original dans ce que tu proposes, c'est notamment par exemple dans tes suivis de naturopathie. Souvent, tes suivis de naturopathie sont un mix entre un peu de conseils naturaux et une séance de yoga particulier. Ah oui, effectivement, dans l'accompagnement que je propose en naturopathie, bon, la première séance, c'est un vrai bilan classique parce que ça prend du temps, donc on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose. Mais dans les séances de suivi, j'essaie toujours de leur proposer une posture de relaxation profonde avec le yoga restauratif ou un yoga nidra ou de la respiration. Mais oui, oui, c'est complètement inclus dans le suivi. Ouais, et ça, je trouve ça hyper original. Et en plus, je pense à beaucoup d'étudiants en naturopathie, parce que comme j'accompagne les étudiants justement sur leur lancement d'activité, il y a souvent quand même une question qui revient quand on débute, c'est qu'est-ce qu'on fait en suivi? Parce que justement, les formations nous forment plutôt au bilan. Et souvent, le suivi, on est un peu livré à nous-mêmes. Et justement, je trouve ça très inspirant, ton modèle, de dire, en fait, on refait le point et en plus, on peut apporter autre chose en plus de ça. C'est ça, parce que souvent, effectivement, dans le bilan, je vais proposer des exercices, mais je sais que les gens vont pas forcément le faire ou n'osent peut-être pas. Et le fait de le faire une fois avec moi, très souvent, ça les motive et ça leur donne envie ensuite de recommencer à la maison. Et ça, c'est bien, quoi. Je trouve que il y a rien de mieux que de goûter à quelque chose pour avoir envie de le refaire. Ouais, carrément. C'est la meilleure façon de convaincre. T'as raison. Une dernière question sur ton activité, mais parce que je trouve hyper intéressant justement de développer un peu tout ce que tu fais. On avait fait un live toutes les deux sur l'hypersensibilité qui avait beaucoup plu parce que beaucoup de personnes s'étaient reconnues quand tu avais parlé de ce que c'était l'hypersensibilité. Et d'ailleurs, je remettrai les liens en description de l'épisode si les personnes veulent revoir ce live. Toi, justement, tu as une approche du yoga qui est aussi peut-être parfois différente des cours de yoga classiques. Enfin, tu proposes bien sûr des cours vinyasa ou hatha, un peu le yoga que les gens ont l'habitude de pratiquer. Mais effectivement, tu as une vraie spécificité en proposant des yogas restauratifs et nidra. Tu peux nous en dire un petit peu plus avant qu'on aille plus sur ton parcours entrepreneurial ? Oui, effectivement, ça aussi, c'est quelque chose qui finalement a été lié à l'entrepreneuriat parce que quand j'ai fait le travail qu'on fait au début, donc je veux créer mon entreprise, ok, très bien, donc à qui je veux m'adresser? Aux personnes qui sont en situation de stress chronique. Et du coup, j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai rencontré à ce moment-là, donc en 2020, donc beaucoup plus tard, vivement par rapport au début de ma propre pratique de yoga, ces 2 pratiques que sont le yoga nidra et le yoga restauratif que j'avais déjà croisé dans mon chemin du yoga, mais de manière très légère. J'avais déjà testé 1 ou 2 fois, mais sans plus. Et quand j'ai découvert ces 2 pratiques, du coup, j'ai eu envie de les tester pour moi. Donc, il y avait à chaque fois des premiers petits programmes un peu accessibles à tout le monde que j'ai fait. Du coup, c'était en plus en plein pendant le confinement. Et ça a été vraiment pour moi révélateur. J'ai vraiment trouvé dans ces 2 pratiques quelque chose d'incroyable et que même le yoga ne m'avait pas apporté jusque-là, le yoga plus classique. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'ajoute ça à mes prestations, en fait. Et c'est là que j'ai décidé de m'y former, de devenir professeur,
Donc j'ai fait yoga restauratif en 2020 et yoga nidra en 2021 parce que je voulais absolument pouvoir rajouter ça à mes accompagnements. Donc finalement, c'est un peu grâce à l'entrepreneuriat que j'ai aussi découvert ces yogas-là. Et aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, j'ai des cours qui sont plus classiques, avec un yoga assez dynamique, qui, entre guillemets, est une porte d'entrée. Un petit peu comme moi, je suis rentrée au yoga par un yoga assez dynamique et je pense que j'aurais pas pu commencer par du yoga nidra ou du yoga restauratif. En tout cas, à l'âge où j'ai commencé, c'était impensable. Mais souvent, les gens découvrent le yoga via ce yoga dynamique et ensuite, je leur parle des soirées sérénité et ça donne envie parce que comme j'en parle et puis je fais un petit peu tester de temps en temps, je fais une posture de restauratif à la fin du cours ou un petit yoga nidra. Et du coup, ils ont envie d'essayer les soirées sérénité. Et là, je trouve que c'est très riche parce que très souvent, il y a des révélations. Il y a des gens qui découvrent qu'en fait, ils sont capables de se relaxer alors qu'ils ne savaient pas que c'était possible. Et ça leur ouvre un nouveau champ des possibles et ça c'est vraiment super. Ouais, complètement. Je te rejoins parce que je suis aussi fan de ces pratiques et t'as raison, ça ouvre, enfin les découvrir, c'est littéralement comme tu dis, ouvrir un nouveau champ des possibles. On a tendance à se dire, je ne savais même pas que je pouvais atteindre cet état de détente là. Exactement. Enfin, à part avec le massage, je crois que je peux atteindre moi le même niveau de détente. Enfin, pour que les gens justement peut-être s'imaginent. Les gens qui ont déjà pratiqué des massages et qui arrivent à se relâcher dans un massage, des fois on a vraiment une détente très très profonde. Je trouve qu'on arrive à peu près au même niveau, tout seul, en étant guidé par un prof, mais sans qu'on nous touche, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Alors oui, quand on arrive à vraiment lâcher dans un massage, je suis assez d'accord, ça peut ressembler à la sensation qu'on a avec le yoga nidra et le yoga restauratif. Et c'est vrai que bon, j'avais fait beaucoup de yoga, mais j'avais rarement ressenti cet effet-là. Si peut-être avec des chants de mantra pendant 1 heure ou ce genre de choses aussi, ça peut faire décoller comme ça. Mais c'est vrai que là, c'est quand même assez accessible et c'est rapide et il y a un côté simple en fait, je trouve, dans ces pratiques-là. Et puis surtout, il y a rien à faire, quoi. C'est la première fois qu'on nous dit vous n'avez rien à faire, simplement à être là. Et ça, c'est rare. Enfin, je veux dire, dans tous les cours de yoga, dans la méditation, il faut se concentrer sur la respiration, il faut revenir au souffle. Il y a toujours des indications, en fait. Et là, il n'y a pas d'indication. La seule indication, c'est d'être là, de s'autoriser ce temps-là. Et ça, je trouve ça très, très fort, en fait. Ouais, c'est clair. Alors, on va revenir un peu plus en détail sur ton lancement d'activité. Donc, comment ça a commencé? C'est quoi le tout début? Alors, le tout début, eh bien, c'est que j'ai démarré le yoga, je crois que c'était en 2008, un truc comme ça. 2009, peut-être. Et au début, j'aimais pas ça du tout. Je faisais du yoga parce que j'étais stressée, j'avais des problèmes de ventre et on me disait c'est le stress, donc faites du yoga. Bon, à cette époque-là, c'était pas du tout tendance, donc j'étais rentrée dans un cours de yoga un peu vieillot, qui me plaisait pas. Mais par contre, j'avais plus mal au ventre quand je sortais des cours de yoga. Donc là, voilà, je me suis dit, il faut absolument que je continue. Et puis j'ai déménagé et j'ai rencontré du coup une nouvelle prof de yoga qui avait un yoga qui me plaisait beaucoup plus. Et là, j'ai vraiment accroché. C'est devenu ma pratique de la semaine. C'était vraiment le truc, voilà, que j'aurais raté pour rien au monde. J'ai adoré et j'ai eu envie assez rapidement, au bout de 2 ans, je pense, de me former et notamment parce que cette prof avec qui je prenais des cours avait une de ses amies qui avait la même formation qu'elle, qui lançait une formation. Et du coup, c'était l'occasion, quoi. Donc, je me suis dit, allez, je me forme, on verra bien ce que j'en ferai, mais je me forme. Donc, d'abord pour moi, hein, parce que c'était vraiment un approfondissement de ma pratique, de mes connaissances. Et j'avais quand même en fond dans ma tête cette idée d'un jour avoir mon entreprise, donner mes cours de yoga, mais sous quelle forme, je ne savais pas. Puis bon, après j'ai déménagé, je me suis mariée, j'ai eu un bébé, donc voilà, c'était là dans un coin de ma tête, mais c'était pas pressé. Et je m'étais dit, on verra ça après mon deuxième enfant. Et en fait, mon deuxième enfant n'est jamais arrivé. J'ai fait plusieurs fausses couches et à un moment donné, j'ai eu cette sensation d'arrêter d'avoir envie d'arrêter d'attendre parce que j'attendais quoi en fait. Voilà. Et je me suis dit, lance-toi et si ce bébé arrive à ce moment-là, ben c'est pas grave en fait. Tu l'accueilleras, tu trouveras un moyen. Enfin voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu.
C'est vraiment, je me rappelle très bien, le déclic qui s'est fait après ma deuxième fausse couche. Et donc, là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer exactement comme entreprise? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, j'avais envie de proposer quelque chose de global. C'est pour ça que j'avais envie de rajouter quelque chose au yoga. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que c'était pas suffisant. C'est un peu étrange aussi, hein, mais j'avais l'impression voilà, il fallait que je rajoute quelque chose. Et j'ai longtemps hésité entre la naturopathie et l'ayurveda, parce que c'était deux méthodes en fait qui m'avaient accompagnée, qui donnaient des bons résultats en synergie avec le yoga. J'ai hésité. Je pense qu'à l'époque, je me disais que l'ayurveda c'était un peu trop loin de enfin comment dire, en termes de culture, de notre culture, et que ça serait plus difficile à partager. Et du coup, voilà, je me suis décidée pour la naturopathie. Donc j'ai commencé à me former début 2019. Donc à ce moment-là, j'avais juste cette envie de proposer les deux, le nom de l'entreprise, je sais pas pourquoi, ça s'est venu très vite, et j'ai acheté mon nom de domaine. Donc le nom de l'entreprise, c'était le laboratoire du prana. Donc il y avait une référence en fait à mon ancien travail, moi j'ai travaillé beaucoup en laboratoire. Donc j'avais cette idée j'avais envie de proposer un lieu d'expérimentation du bien-être. C'était ça mon idée. Et le prana, c'est l'énergie vitale. Donc il y avait vraiment cette idée voilà, quand vous entrez au laboratoire du prana, vous venez expérimenter l'énergie vitale. C'était mon idée. Et bon, ça me fait rire parce que maintenant je me rends compte que c'était pas une très bonne idée. Parce que le laboratoire, c'est souvent confondu avec les compléments alimentaires. J'ai eu plusieurs fois ce genre de remarques. Les gens comprennent pas, en fait, parce que personne a la référence au fait qu'avant, j'étais chimiste. Bon, voilà. Donc, quand je l'explique, ça passe très bien, mais voilà. Donc, j'avais acheté mon nom de domaine et je m'étais lancée dans la formation en naturopathie en parallèle de mon travail. Donc, c'était une formation qui était sur 18 mois. J'étais à 80% puisque je gardais ma fille le mercredi. Et donc, je travaillais surtout pendant qu'elle dormait, puisqu'à l'époque, elle faisait encore la sieste. Et le soir, tous les soirs, pendant 18 mois, travailler ma formation, etc. En parallèle de ton travail, du coup, c'est ça? En parallèle de mon travail, exactement. Et puis, très vite, s'est posé la question du lieu pour donner mes cours de yoga, parce que la différence avec un cabinet de naturopathie, c'est que une salle de yoga, il faut quand même un peu d'espace. Donc, c'est vrai que déjà à l'époque où on avait acheté notre maison, je cherchais une maison où il y aurait une pièce qui aurait pu servir de salle de yoga, parce que j'avais quand même en tête cette idée un jour de me lancer. Et j'avais le business model de ma mentor, qui était donc ma prof de yoga en région parisienne, qui, elle, exerçait chez elle, comme ça, dans une salle qu'elle avait, qui était collée à sa maison, puis ensuite au fond de son jardin. Donc, j'avais en tête ce business model-là qui, pour moi, était le meilleur. En fait, à aucun moment, je me suis dit, je vais enseigner le yoga dans des studios, quoi. C'était pas, je sais pas, c'était pas mon idée. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir mon truc à moi, même si c'était petit. Et donc, j'avais cherché ça. Mais on n'avait pas réussi à trouver une maison comme ça. Donc, on avait acheté une maison qui n'avait pas cette pièce-là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand je décide vraiment de me lancer? On a cherché toutes les options possibles. Donc, faire une surélévation de la maison, faire une extension, acheter un appartement et le transformer, mais ça voulait dire un investissement qui était beaucoup plus lourd. Donc, en fait, on a beaucoup réfléchi. Puis là, du coup, il y avait l'intervention de mon mari, puisqu'il était impliqué dans le projet, forcément, puisque ça le touchait également. Donc, ça a pris du temps. Et finalement, on a opté pour faire une extension véranda qu'on a signée tout début mars 2020. Et en parallèle, j'ai essayé d'obtenir une rupture conventionnelle avec mon entreprise, que je n'ai pas réussi à obtenir. Et j'ai obtenu un mi-temps à la place. Pareil, tout début mars 2020. Donc en fait, vraiment début mars 2020, d'un coup, j'avais le mi-temps, enfin en tout cas la validation pour le mi-temps, et la véranda qui était signée. Et 10 jours après, on était confinés. Voilà, en gros, pour le démarrage de mon activité. Donc, moi, j'avais en tête de démarrer début septembre 2020 pour la rentrée un peu yoga. Oui, justement, tu vas nous raconter cette première année. Peut-être avant, je me posais la question, donc, par rapport au yoga, tu avais enseigné quand même entre ta formation et, et 2020, où l'idée du studio est arrivée. Tu enseignais de temps en temps? Alors, au départ, la première année, j'avais enseigné dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc je donnais des cours le midi et du coup ça m'avait donné, c'était très sympa, ça m'avait permis avec des gens que je connais du coup quand même, que je connaissais, de me lancer. Et ensuite j'ai enseigné dans le studio de Pilates d'une amie à moi à Toulouse, enfin qui était au départ ma prof de Pilates, qui est devenue une amie.
Et donc, je donnais des ateliers, des fois le samedi matin, des cours le samedi matin, de temps en temps, effectivement, pas toutes les semaines, mais assez régulièrement. Donc, ça m'avait donné cette fois-ci l'approche de cours avec des gens que je ne connaissais pas, ce qui était encore autre chose. Donc, mais très peu au final quand même, hein, relativement peu. J'ai jamais arrêté de pratiquer, mais par contre, j'ai jamais enseigné en studio de manière régulière, en plus de mon travail. Oui, parce que comme tu dis, c'était un projet qui était dans un coin de ta tête, mais tu disais un jour ce sera ça. Et du coup, il s'est passé combien de temps entre ta formation et donc et l'année 2020? Eh ben, 2014 à 2020, 6 ans quand même. Ok. C'est quand même pas mal. Alors raconte-nous justement cette année 2020. Donc déjà, en fait, on sent venir un petit peu confinement, tout ça, vu les dates. Voilà, exactement. Bah, du coup, pendant le confinement, je devais avoir un coaching avec Live Mentor qui a démarré donc en plein quand je devais, en même temps, je travaillais encore à plein temps. Je devais travailler de la maison avec ma fille qui était à la maison parce qu'on était confinés. Et en même temps, j'avais le coaching Live Mentor qui démarrait. Donc, ça a été un peu du sport, mais ça m'a permis de lancer à cette époque-là, c'était le site internet. On avait travaillé ça avec Live Mentor. Et j'ai lancé aussi le compte Instagram, à peu près pareil en juin 2020. En même temps, je finissais ma formation de naturopathie. J'avais mes mémoires à rédiger. Voilà. Puis en août, j'ai fait la formation yoga restauratif et je devais ouvrir en septembre. Alors déjà, les travaux de la véranda ont pris un peu plus de temps. Donc ça s'est terminé fin septembre. Et là, je prévoyais d'ouvrir le studio vraiment début octobre. Et en fait, on a été reconfinés. Donc, j'ai pas pu ouvrir le studio. Les salles de sport étaient fermées. C'était interdit. Donc, de toute façon, j'avais pas le droit d'exercer. Donc, c'était un peu compliqué. Et là, honnêtement, c'était vraiment la déprime, quoi. Enfin, pour être tout à fait honnête, j'étais complètement dépitée parce que tout ce que j'avais planifié, imaginé, visualisé, toutes les actions marketing, même en local, que j'avais prévu de faire, tout tombait à l'eau. Je me retrouvais avec une visibilité sur Internet qui était proche de zéro parce que mon site était tout nouveau et mon compte Instagram aussi. Donc, il y avait, enfin, je veux dire, j'avais aucune visibilité pour lancer des cours en ligne ou quoi que ce soit. Donc, heureusement, j'ai quelques copines qui ont joué le jeu et donc j'ai donné des cours de yoga en ligne à une poignée de copines pendant cet hiver 2020 et ça m'a vraiment évité de sombrer dans la déprime. Mais c'était quand même super difficile. Et je dirais que ça a redémarré un petit peu début janvier. J'ai eu ma première cliente naturo que je ne connaissais pas, qui n'était pas une amie, on va dire. Et donc déjà, c'était assez incroyable. Enfin, janvier 2021, quelqu'un qui d'un coup prend rendez-vous, quoi. Enfin, à l'époque, je trouvais ça complètement fou. Et donc là, de janvier à avril-mai, j'ai eu comme ça quelques clientes naturo et yoga particuliers qui sont arrivées un petit peu comme ça. Donc, je sais pas vraiment dire comment d'ailleurs, mais et voilà. Et finalement, c'est en juin 2021 qu'on a eu le droit de réouvrir les salles de yoga, les cours de sport. Du coup, j'ai fait une offre découverte. J'avais fait imprimer des flyers que j'ai distribués un peu partout autour de chez moi. Et j'avais proposé un mois de la découverte avec un tarif un peu pour un mois et demi de pratique. Et j'ai eu mes premières clientes en cours de yoga collectif comme ça, en juin 2021. Et c'était super parce que ça m'a tout de suite redonné un peu confiance. Je me suis dit, bon, en fait, c'est possible. Voilà, à la rentrée, ça va bien se passer. Et c'était aussi l'idée d'avoir déjà quelques clientes pour le mois de septembre. Mon idée, c'était si je fais un mois découverte en juin, je démarre pas à zéro en septembre parce que potentiellement les gens vont s'inscrire après. Et ça a été une bonne idée, je pense. Parce qu'effectivement, du coup, dès septembre 2021, j'ai fait la première vraie rentrée du studio et les créneaux se sont plutôt bien remplis. J'ai même été obligée de rajouter un cours que j'avais pas prévu, donc j'étais super contente de cette première rentrée. Et on va dire que là, ça a commencé à aller mieux, mais la première année, du coup, de septembre 2020 à juin 2021, c'était vraiment très difficile. Alors, du coup, j'avoue que je n'ai pas regretté d'avoir gardé un mi-temps parce que j'avais quand même moins cette pression financière de me dire, mon chômage s'arrête. Voilà. Là, au moins, j'avais quand même encore la moitié d'un salaire qui était assuré. Et du coup, bon, finalement, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais c'était pas si mal. Est-ce que justement, avec le recul maintenant, quand tu penses à cette année, tu sais, on dit souvent que des fois, les épreuves qu'on rencontre dans la vie
elles nous font grandir et elles sont aussi là pour nous apporter quelque chose. Est-ce qu'avec le recul, maintenant, tu arrives à voir cette période en positif et en te disant, grâce à ça, j'ai pu... Oui, en fait, déjà, ça m'a appris plusieurs choses. La première chose, c'est que ça m'a appris que l'anxiété ne sert à rien et que, en fait, finalement, cette période-là aurait été plus douce si j'avais été moins anxieuse. Dans le sens où, au final, le fait d'avoir été anxieuse n'a absolument rien apporté, à part ne pas être bien sur ce moment-là. Et finalement, garder la confiance aurait été certainement beaucoup plus bénéfique. Voilà. Après, ce que j'ai relevé aussi, c'est que, en fait, c'était pas du temps perdu parce que pendant cette année-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait grandir mon site internet. J'ai commencé à écrire des articles de blog. Je me suis formée aux réseaux sociaux parce que Instagram, faut quand même savoir que je n'y connaissais rien du tout quand j'ai lancé mon compte. J'étais déjà pas très bonne utilisatrice. J'utilisais Instagram depuis très peu de temps en tant qu'utilisatrice et je n'y connaissais rien du tout. Donc j'ai pris une formation à ce moment-là, un coaching collectif autour d'Instagram, de la création de contenu. Pendant cette année un peu de césure au niveau des cours de yoga et ça a été bénéfique parce que ça m'a permis en fait finalement cette année-là m'a permis de construire ma base de visibilité sur le net et du coup ça c'est quand même au final très positif et j'aurais certainement eu moins de temps à y consacrer si j'avais pu commencer le yoga directement. Et puis aussi je pense que dans ma vie souvent la patience est un truc qui revient. Et donc voilà, là j'ai encore été testée sur ma patience et ma persévérance. Je regrette pas d'avoir été patiente et persévérante, puisqu'au final ça a payé quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que si je pouvais me reparler à moi-même, je me dirais tranquillise-toi et confiance. Et si c'est pas pour maintenant, ça sera pour plus tard et ça va aller quoi. Enfin, en gros, continue et ça va aller. Mais à l'époque, j'étais vraiment puis bon, après, mon regard a beaucoup changé aussi, quoi. J'avais vraiment cette impression de, tout d'un coup, je gagnais la moitié de mon salaire. J'avais l'impression qu'il fallait absolument que très vite, ça remonte. Je voulais pas du tout dépendre de mon conjoint, alors qu'en réalité, c'était prévu, entre guillemets, que pendant quelques temps, j'allais un petit peu dépendre de lui. Mais c'était difficile pour moi de l'accepter. Très difficile. Bien sûr, je comprends. C'est là où on se rend compte que derrière un lancement d'activité, il se joue plein de choses. Ah bah oui, ça. Disons que vraiment, en tout cas, quand on est une famille, je pense qu'on peut pas se détacher de la famille parce que ça impacte tout le reste de la famille et malgré tout, même si on se doit nos propres succès, oui, mais on est aussi entouré et c'est aussi un peu grâce aux autres qu'on peut ou pas y arriver, quoi. Donc, c'est important d'être, à mon avis, un peu raccord quand même avec la personne qui partage notre vie, quoi. Ouais, tout à fait. C'est super, Julie, tous les enseignements que tu nous partages, c'est hyper précieux. Alors, on arrive justement en septembre 2021, donc peut-être le vrai lancement de ton studio. Le vrai lancement, on va dire, officiel. Donc là, ça se passe plutôt bien au niveau du yoga. Je m'étais dit, je vais faire un focus plutôt sur le yoga pour démarrer parce que c'était quand même difficile de développer les deux en même temps. Donc ça, c'est vraiment le défaut de la double activité. Ça a des avantages, mais le défaut que ça a, c'est que c'est compliqué de communiquer sur deux choses complètement différentes, même si elles ont un même but. Les gens qui vont taper dans la recherche yoga à l'Union, ils vont pas taper yoga naturopathie à l'Union. C'est plutôt ils tapent l'un ou l'autre et puis ils se disent ah tiens elle fait du yoga, ah tiens elle fait de la naturopathie, ça m'intéresse aussi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et à l'époque, j'avais un peu cette difficulté à parler des deux. Donc je me suis dit je vais quand même mettre plutôt l'accent sur le yoga puisque c'est quelque chose qui est plus connu auprès du grand public et que du coup les gens vont plus facilement rechercher d'eux-mêmes. Et ensuite, quand ça tournera, je pourrai un peu mettre l'accent sur la naturopathie. Et puis aussi, j'ai commencé à ce moment-là à voir un tout petit peu les effets d'Instagram. Ça faisait quand même 1 an que j'étais sur le réseau, avec très peu de retours sur investissement, entre guillemets. Et là, en août ou en septembre, j'ai été contactée par une entreprise locale qui voulait faire une opération. Ils avaient besoin d'un prof de yoga. Donc, j'ai répondu bien sûr oui. Et en fait, dans ce cours de yoga que j'ai donné pour eux, il y a une personne de chez Caliceo qui m'a remarqué et qui m'a proposé de m'embaucher pour donner des cours à Caliceo. Donc là, je me suis dit, tiens, il y a vraiment un effet quand même des réseaux. Et du coup, cette année-là, j'ai aussi donné un cours à Caliceo.
Tu peux expliquer Caliceo, enfin pour les non-toulousains. Oui, Caliceo, en fait, c'est un centre un peu de spa et de bien-être par l'hydrothérapie. Il y en a plusieurs en France, il y en a peut-être 5 ou 6 en France. Donc, et il y en a un dans ma ville, en fait. Il se trouve qu'il y en a un juste à côté de chez moi. Donc, c'est vraiment un endroit où on y va pour faire du jacuzzi, du sauna, du hammam. Et ils avaient envie de développer. Donc, on était une sophrologue et une prof de yoga et on alternait sur les créneaux pour donner des cours de yoga et des cours de sophro. Et ça a été très sympa parce que ça m'a permis aussi de sortir du studio, de mon studio, de faire des choses un petit peu en dehors et de voir les répercussions des réseaux. Donc, c'était chouette. Oui, comme tu dis, d'avoir un peu ce retour sur investissement après un an. C'est intéressant parce que toi, les réseaux sociaux, ils t'ont servi finalement pour du local. Ouais. Et globalement, on pourra en reparler par rapport au programme en ligne, mais il y a quand même un truc chez moi que j'attire quand même des gens qui sont autour de moi. Même en ligne, en fait. Pas systématiquement, mais très souvent. Et donc, c'est quand même assez rigolo, quoi. Effectivement, même en ligne, d'attirer des gens locaux. Voilà. Et puis après, du coup, en 2021, la naturo, ça a quand même continué à doucement faire son chemin. Je focalisais assez peu mon attention dessus, mais j'avais quand même des clientes régulièrement. C'était pas des quantités énormes, mais c'était régulier. Et du coup, ça m'a aussi donné confiance sur le fait que, voilà, même sans effort, ça pouvait quand même venir à moi et que du coup, quand j'allais mettre mon effort dessus, ça allait être encore plus marqué. Et puis, j'ai commencé à avoir un petit peu aussi des gens qui faisaient les cours de yoga, qui s'intéressaient à ce que je proposais en naturo. Au début, la première année, c'était pas très très franc, mais un petit peu. Et ça s'est beaucoup plus marqué l'année dernière. Voilà, donc on arrive à 2022, deuxième rentrée du studio, deuxième rentrée officielle du studio. Et là, j'ai dû rajouter encore un cours supplémentaire et aussi augmenter le nombre de personnes que j'acceptais à 7 au lieu de 6 parce que j'avais trop de demandes et que j'arrivais plus à répondre à la demande. Donc ça, c'était vraiment super, quoi, parce que l'année d'avant, les cours étaient plutôt pleins, mais j'avais quand même un créneau que j'avais du mal à remplir, celui du mercredi matin. Et là, déjà, l'année dernière, c'était plus du tout la même chose. Donc on sent déjà la répercussion peut-être des avis, du référencement du site internet aussi. Et puis les gens qui, à la sortie du confinement, ont aussi marre du en ligne et ont envie de retrouver les studios, enfin les pratiques en présentiel. Donc finalement, très belle rentrée aussi en 2022. Et moi, en 2022, j'ai aussi décidé de lancer mon podcast et de lancer un programme en ligne. C'est ça mon grand sujet de l'année 2022, à savoir que je ne souhaitais pas ouvrir plus de cours de yoga parce que physiquement, pour moi, c'est suffisant. T'en fais combien ? Alors, je donne 7 cours de yoga par semaine. Alors, en fait, en 2021-2022, j'avais celui de Caliceo, donc ça faisait 7 aussi. Et 2022-2023, c'était 7 chez moi. Et donc, en fait, pour moi, c'est suffisant. Et je veux pas m'épuiser et me dégoûter du yoga, c'est pas du tout l'idée. Donc c'est vraiment garder le plaisir d'enseigner du lundi au vendredi et que les dernières du vendredi, elles aient la même qualité de présence que celles du lundi. Donc je voulais pas en donner plus. Et j'ai de toute façon un nombre de places limité. Donc en termes de rentrée d'argent, ça a un plafond, quoi. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, effectivement, il y avait de plus en plus de demandes en naturo, donc ça, c'est positif. Mais à l'époque, en 2022, je travaillais encore à mi-temps. Donc j'avais, moi, un problème aussi de place, en fait, pour recevoir les gens. Et puis, j'avais quand même encore le travail des réseaux sociaux, des articles de blog, et ça prend beaucoup de temps aussi. Donc voilà. Donc l'année 2022, je m'étais dit, je vais rajouter une offre en ligne pour déjà essayer effectivement d'élargir ma clientèle en sortant du local et pour avoir aussi quelque chose de plus spécialisé sur une thématique qui m'intéresse et qui n'intéressera peut-être pas les gens en local, parce qu'en local, il y a la dimension de proximité qui draine aussi les personnes. Donc, du coup, là, j'ai décidé de lancer un programme en ligne autour de l'hypersensibilité. Et j'avais au départ commencé par plutôt écrire des articles de blog. Et finalement, une opportunité a fait que j'ai eu la possibilité de me former pour lancer un podcast. Et j'ai lancé un podcast contre toute attente, et c'était pas du tout prévu, en septembre 2022. Et puis, à la suite de ça, j'ai lancé le programme en ligne qui était la suite du coup de mon plan. Donc, mon plan 2022, c'était maintenant, je rajoute un programme en ligne, quoi. Je rajoute du en ligne. Bon, ça a été chaud, hein.
faut le dire. C'était très intense comme année 2022. Mais ça s'est fait. Le podcast a été lancé en septembre, le programme en octobre. Et donc, j'ai rajouté cette nouvelle carte à mon activité en 2022. En gros, voilà, l'idée c'était, bon, l'année dernière, j'ai installé les cours de yoga. Maintenant que ça tourne, je rajoute le programme en ligne. Et comme la naturo, finalement, ça se développait quand même un peu tout seul, j'ai pas finalement mis mon focus dessus à aucun moment pour le moment. Donc super. Et donc cette année, finalement cette rentrée 2022, là t'as fait très récemment. Donc comme moi j'échange avec toi au quotidien, donc je sais que t'as fait très récemment le bilan, puisque là tu viens de faire ta rentrée 2023. Donc on peut dire que c'était ta 3e année entrepreneuriale, puisque voilà, première rentrée septembre 2020, ensuite 2021. Et 2022, donc cette fameuse rentrée. Ouais, oui, c'est ça. Je viens de finir à peu près ma 3e année, ouais. Et pour toi, justement, quel est ton bilan et à partir de quel moment véritablement tu t'es dit, bah là, ça y est, ça roule et je peux dire que je vis de mon activité en fait? Bah, alors c'est pas facile parce qu'effectivement au début j'avais mon salaire à mi-temps. Donc en fait, bon, au tout début j'en vivais pas du tout. Enfin, j'en vivais pas du tout dans le sens où je ne complétais pas mon ancien salaire. Après, à un moment donné, je gagnais suffisamment pour que ça compense à peu près mon ancien salaire, enfin, à peu près, mais en gardant mon mi-temps. Donc là, c'était déjà un premier palier. Je sais que moi, au départ, je m'étais dit, euh, euh, sans forcément atteindre ce que je gagnais avant, mais je m'étais mis un palier inférieur. Je pense qu'avant, je gagnais 2500 euros net par mois, tu vois. Quand je suis passée à mi-temps, du coup, j'avais encore presque 1300 euros de salaire. Donc, en fait, il fallait 1200 euros pour à peu près atteindre mon ancien salaire. Mais je m'étais dit, si déjà j'atteins 2000, c'est déjà super et suffisant, quoi, on va dire, pour être bien, etc., etc. Donc déjà, il y avait ce premier objectif et finalement, je l'ai atteint plus vite que ce que je pensais. Donc ça a été quand même positif, très positif. Et après, l'idée, c'était de me dire à partir de quel moment je me dis, ben, je gagne suffisamment pour pouvoir quitter mon salariat, quoi. C'était vraiment, moi, mon objectif, c'était quand même vraiment ça. Enfin, à un moment donné, je me suis vraiment posé la question de rester à mi-temps parce que ça me convenait bien aussi. Mais l'entreprise dans laquelle je travaillais, ça me satisfaisait plus. J'étais vraiment pas heureuse et c'était trop difficile pour que je reste. Mais je pense que si ça avait été quelque part un endroit où ça se passait bien, j'aurais pu rester dans cette situation avec les deux. Ça me convenait plutôt bien. Et finalement, là, dans l'année donc 2022-2023, d'ailleurs non, même dès l'été 2022, oui, c'est dès l'été 2022, je me suis dit en fait, c'est presque viable mon truc. Je pourrais quitter la société pour laquelle je travaille. Donc en octobre, j'ai demandé la rupture conventionnelle une deuxième fois. Cette fois-ci, ça a été un oui, mais pas tout de suite. Donc il y a eu pas mal de mois de négociations. Et donc finalement, j'ai réussi à quitter en mars 2023. Et donc, effectivement, bon là, j'ai du coup un petit peu de chômage encore pour jusqu'au mois de juin. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Mais en ayant fait mon bilan en août, ce que j'ai pu observer, c'est qu'au final, même sans le chômage, c'est viable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les charges, les frais d'entreprise, une fois que j'ai déduit les impôts, l'URSSAF et mes frais d'entreprise, j'ai à peu près 1600 euros net. Donc, on est dans quelque chose qui est pour moi tout à fait viable et je sais que je peux réduire mes dépenses. Donc, si je réduis mes dépenses, je pourrais monter un petit peu plus, peut-être à 1800 euros net, quelque chose comme ça. Et du coup, ben, pour moi, c'est déjà suffisant, entre guillemets, dans le sens où je peux assumer mes charges familiales et vivre correctement. Et c'est pour ça que mon objectif de cette année, ce n'est pas d'augmenter mon chiffre d'affaires, mais plutôt d'optimiser tout ce que j'ai mis en place avec une meilleure organisation pour moins être stressée, me mettre moins de pression, naviguer entre toutes mes activités de manière sereine et en gardant le même niveau de revenu. Diminuer un petit peu mes frais. Et après, quand j'aurai tout ça de bien stable, je verrai si oui ou non j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas fait cette reconversion pour devenir une grande chef d'entreprise qui gagne énormément d'argent. C'est vraiment pour vivre aussi une vie tranquille. Et donc là, c'est pour ça que ça a été un peu un rappel de me dire, OK, donc ton objectif, c'était ça à la base. Donc, ne cours pas après sans arrêt plus, c'est pas le but. Le but, c'est de vivre bien et d'être détendu au quotidien, d'avoir du temps pour pratiquer pour toi,
d'être avec ta fille, etc., ta famille. Donc voilà, à peu près où j'en suis. Trop bien, c'est hyper passionnant de voir toutes ces étapes que tu as pu franchir, toutes les prises de conscience. Et c'est intéressant que tu dises au bout d'un moment, en fait, ça y est, j'ai atteint l'objectif de départ. Et comme tu dis, ensuite, une fois qu'on atteint l'objectif de départ, bien sûr qu'il peut être amené à évoluer, comme tu dis, peut-être plus de chiffre d'affaires ou alors plus de qualité de vie, on ne sait pas. Enfin, ça, c'est chacun va décider. Mais effectivement, je pense que lancer une activité, et je le vois bien, comme je suis dans la même situation, on est tellement investi qu'on peut peut-être à un moment ne pas voir que ça y est, c'est bon, et on continue de mettre cette intensité que demande le démarrage en fait. Exactement. Mais c'est complètement ça. En fait, on est dans cette spirale de l'entrepreneuriat, il faut développer l'entreprise, gagner plus. Oui, non, mais d'accord, mais à la base, très souvent, quand on fait une reconversion dans le bien-être, c'est parce que on cherche aussi le bien-être pour soi. Donc, ne pas oublier qu'on n'a pas fait ça pour être encore plus stressé que dans notre vie de salarié, quoi. Sinon, ça n'a pas de sens. Ouais, complètement. Et alors, d'après toi, enfin, le truc qui a vraiment fait décoller, qui a fait toute la différence, ce serait quoi, avec tout ce recul-là que tu as maintenant? J'ai du mal à dire, hein. Franchement, c'est pas facile. Je dirais quand même que parce que moi, j'ai lancé beaucoup d'actions différentes. J'ai un peu tout essayé entre guillemets dans ce qui est proposé dans les coaching business, je vais dire ça comme ça. Mais on va dire voilà, au début, j'ai lancé le blog, donc je me suis mise sur Pinterest. Puis quand j'ai lancé le podcast, forcément, j'ai ralenti Pinterest parce que je pouvais pas faire les deux en même temps. Au départ, j'y arrivais pas. Et finalement, c'est une épingle Pinterest qui d'un coup est devenue virale, qui me ramène aujourd'hui le plus de personnes dans ma liste d'emails. Donc je me dis ça a quand même été une bonne action. D'un autre côté, j'ai l'impression qu'au quotidien, par rapport à mes clientes et mon chiffre d'affaires, c'est plutôt le bouche à oreille, le site internet et en local, la visibilité que j'ai en local qui fait venir les gens. Enfin, aujourd'hui, j'ai vraiment plein de nouvelles clientes. Là, en début d'année, j'ai bien vu en septembre, j'ai plein de cours d'essai et la plupart des gens, ils ont cherché Yoga l'Union, quoi. En fait, tout simplement, je ressors bien, j'ai des bons avis. Dans les groupes Facebook aussi, on me recommande. C'est tout bête, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. En naturopathie, c'est beaucoup aussi de bouche à oreille, des gens qui viennent parce que leur cousine est venue et qu'elle est contente, ou un tel leur a parlé de moi. Donc, j'ai du mal à trouver une action qui a tout changé. J'ai l'impression que c'est un peu tout ce qui a été mis en place qui, à un moment donné, fait son chemin. Et je dirais que finalement, c'est un peu ma persévérance qui a fait que ça a décollé aussi. C'est que j'ai pas abandonné et j'ai un peu tout continué. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait que je fasse des choix, je m'en rends compte, hein. Mais j'ai un peu de mal à choisir quoi, parce que justement, j'ai pas de vision très claire de quelque chose qui a particulièrement changé les choses. Oui, comme tu dis, c'est un peu un écosystème de toutes ces actions-là et tout simplement le fait que ça fait 3 ans et que là, tu es aussi dans une phase où tu récoltes aussi des choses que tu as semées pendant ces premières années. Exactement. Ouais, je crois que c'est ça et c'est vraiment ce truc de pas perdre espoir parce que tout ce qu'on fait au début, on a l'impression que ça ne sert à rien, mais en fait, ça ne sert jamais à rien, quoi. Je crois que c'est ça ce qu'il faut se rappeler. Oui, c'est hyper précieux. Et tu parles souvent de cette vie entrepreneuriale, justement, avec toutes ces choses à faire, toutes les casquettes de l'entrepreneur. Et sachant que toi, dans ton métier, tu as déjà 2 casquettes de base, puisque tu as le yoga et la naturopathie. Comment tu jongles entre toutes ces casquettes? Première question. Et puis j'aimerais aussi savoir s'il y a des casquettes qui te plaisent plus que d'autres et enfin un peu comment tu te sens par rapport à cette pluralité dans ton activité. Eh ben, c'est pas facile tous les jours. En fait, c'est vrai que à la fois, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite et j'ai besoin, je pense, d'être stimulée par plein de choses différentes. Donc, il y a un côté positif pour moi dans les différentes casquettes, dans le sens où, clairement, en entrepreneuriat, je ne m'ennuie jamais, ce qui n'a pas toujours été le cas dans ma vie de salariée. Donc ça, c'est chouette. Mais ce qui est difficile, c'est plus en termes de préservation de mon énergie, je dirais. Parce que comme j'ai les cours de yoga qui sont un peu disséminés à différents moments de ma semaine, je peux pas me dire, bon, voilà, pendant 3 jours, je fais du travail focus sur quelque chose et puis après, je mets mes rendez-vous de naturo.
parce que dans tous les cas, j'aurai les cours de yoga qui sont au milieu. Donc, ce qui est difficile, c'est de passer de prof de yoga, naturopathe, écrire un script de podcast, de changer en fait comme ça au fur et à mesure de la journée. Je remarque en avançant que je suis meilleure quand je suis concentrée sur une activité pendant une longue période de temps. En tout cas, pour tout ce qui touche à la création de contenu, à la promotion, à l'écriture des newsletters, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, justement, je suis vraiment dans cette recherche d'une meilleure organisation pour que ce soit plus fluide. Du coup, j'ai revu un petit peu ma façon de proposer mes rendez-vous en naturo. Donc, je fais des tests. Là, c'est depuis la rentrée. J'essaye de pas mettre des rendez-vous chaque semaine, d'avoir des semaines qui sont plutôt concentrées sur créer mon podcast, mes posts Instagram, mes newsletters, ce genre de choses, et des semaines plutôt naturaux où là, je reçois des clients, je fais mes protocoles, etc. Et en fond, j'ai toujours le yoga qui, lui, du coup, est... Donc, ça a l'air de pas trop mal fonctionner, mais c'est pas encore optimisé, clairement pas. Donc, je travaille là-dessus en ce moment. Je dirais que je pense que je ne pourrais pas me passer du contact avec les clientes en local. Donc, je ne pourrais pas faire que du en ligne. J'adore en fait recevoir mes élèves dans le studio, les voir en vrai, discuter un peu avant, discuter un peu après. Même les rendez-vous naturaux, ça se passe très bien en visio. Hein, j'en fais en visio, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi en présentiel. Voilà, j'aime bien avoir ce contact humain régulier. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc important pour moi qui doit rester. Qu'est-ce qui est plus difficile? Je dirais globalement Instagram. C'est quand même le truc qui est pour moi le plus challengeant parce que on crée des choses qui sont à très courte durée de vie, que finalement quasiment personne ne voit. Enfin, on n'est absolument pas sûr que quiconque le voit. Alors de temps en temps, c'est vu et il y a un petit retour, mais très souvent il y a très peu d'interactions, très peu de retours. En fait, ce qui est difficile, je pense pour moi, c'est quand je n'ai pas de retour, en fait, tout simplement, et que je ne sais pas si ce que je fais sert à quelqu'un. Si ça sert à rien, je préfère mettre mon énergie ailleurs. Alors que c'est vrai que mine de rien, les cours de yoga, on voit tout de suite l'effet sur les personnes, quoi. On voit qu'on transmet quelque chose, on voit les visages qui sont détendus à la fin. Ça n'a rien à voir, en fait. Et en consultation naturo, il y a aussi ce côté, les gens ressortent, ils ont compris des choses, on sent qu'il y a des déclics qui se font et ça, c'est très puissant. Et ça, on a beaucoup moins ça quand on fait du contenu en ligne. Alors parfois, hein, bien sûr, on a des retours et c'est hyper, et c'est vraiment tout de suite, on se dit ah ben en fait, je fais pas ça pour rien. Il y a vraiment des gens qui lisent et que ça touche. Et du coup, c'est plus facile quand c'est comme ça, mais je dirais que c'est ça qui me challenge le plus au quotidien. Super, effectivement, ton retour entre toutes ces facettes et l'importance pour toi du contact humain, hein, et ce qui fait que tu as autant plaisir à donner tes cours, comme tu dis, à te développer localement. Et je me demandais, donc, tu disais à un moment que justement tu es venu au yoga restauratif, tout ça par l'entrepreneuriat. Enfin, parce que tu cherchais des infos pour te positionner créer ton activité. Mais plus globalement, j'avais envie de te demander, mais qu'est-ce que tu fais toi dans ton quotidien pour prendre soin de toi et pour incarner tout ce que tu transmets aux personnes que tu accompagnes en fait? Alors du coup, j'essaye de maintenir des pratiques personnelles. Alors c'est pas toujours facile, hein. Franchement, faut être honnête, surtout en yoga dynamique, parce que quand je donne déjà 2 cours de yoga dans une journée, mon corps est un peu fatigué pour pratiquer pour moi. Donc du coup, j'essaie progressivement de pratiquer moins avec mes élèves, de guider plus à la voix, mais ça c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure du temps. La première année, je pratiquais tous les cours en fait, parce que je ne savais pas faire comme ça en fait. Même si c'est ce qu'on nous avait entre guillemets conseillé de faire, j'avais pas réussi encore à le mettre en pratique. Donc maintenant c'est beaucoup plus facile et c'est presque même mieux je trouve parce que je suis plus attentive à mes élèves. Donc c'est mieux et ça me permet de garder de l'énergie pour ma propre pratique. Et ensuite, j'essaie de pas être trop rigide, c'est-à-dire que je me dis il me faut un moment de mouvement dans ma journée, que ce soit du yoga dynamique, que ce soit de la marche, que ce soit aller faire un cours d'aquagym, l'été nager dans ma piscine. En gros, j'ai un moment où je bouge en fait et un moment où je me relaxe. Et c'est pareil, ce moment-là, je pioche dans ma boîte à outils, quoi. Et donc, c'est soit une posture de yoga restauratif, soit un yoga nidra,
Soit, si vraiment j'ai pas envie d'aucun des deux, ça peut être que de la respiration. Enfin voilà, mais en tout cas, l'idée c'est dans chaque journée d'avoir un moment de mouvement, un moment de relaxation. Et après, j'essaie de faire une fois par semaine une pratique complète de yoga restauratif, donc avec 3 postures. Voilà. Après, si je suis dans une période où je suis plus fatiguée, plus stressée, où je ressens que j'ai plus de besoins, ben là, j'augmente le temps de relaxation. En fait, j'essaye d'adapter à mon énergie, à la saison, à mes besoins. Je peux pas être rigide, mais ça, c'est mon côté hypersensible, je pense. Enfin, si je suis rigide dans mes pratiques, je fais pas, en fait. Ou je m'arrête et je deviens perfectionniste et je fais plus du tout. Donc, j'essaie de garder cette souplesse, euh, du moment. Voilà, par exemple, hier matin, c'était une pratique très dynamique qui a beaucoup engagé mon corps. Hier soir, j'ai aussi donné les 2 cours de yoga, donc même si je montre pas tout, je montre un petit peu. Et ce matin, je me suis réveillée toute courbaturée. J'avais pas envie de me lancer dans une pratique dynamique. Bah, j'ai fait du pranayama, que de la respiration. Et je sais que j'irai bouger, mais autrement. Je vais peut-être aller marcher un peu plus tard dans la journée, par exemple. Voilà. Et j'essaye de vraiment m'écouter et d'adapter en fonction de mon état du jour, du temps que j'ai, etc. Mais surtout, alors oui, si, le point le plus important, c'est que j'essaie quand même de le planifier. Pas forcément, mais d'avoir, voilà, de vraiment me dire, au début de la semaine, ma semaine, elle est comme ça. Donc là, je vais placer un temps de ça, là, je vais placer un temps de ça. Ça se passe pas forcément comme je l'ai prévu, mais le fait de l'avoir prévu fait que je vais quand même me forcer, entre guillemets, à garder ce temps-là. Peut-être que je l'avais mis à 11h30 et que finalement, ce sera à 17h, mais c'est pas grave. En fait, j'essaye de m'assurer que ça soit fait, quoi. Ouais, de toute façon, avec les semaines que tu as, avec tes cours, enfin la variété de tes activités, tu es un peu obligé d'anticiper pour caler des choses, sinon c'est difficile de faire rentrer tout ça, clairement. Et tu m'avais dit une phrase une fois qui m'avait beaucoup beaucoup inspirée. Je sais qu'en début de cette année, alors je sais plus si tu faisais une nouvelle formation de yoga nidra ou de yoga restauratif, je me rappelle plus, mais à un moment ta prof t'avait demandé de faire 1 heure de restauratif par jour. Et d'ailleurs, ça m'avait hyper motivée moi-même à reprendre une pratique à ce niveau-là. Et tu m'avais dit, mais prendre 1 heure de temps pour soi par jour, c'est un acte militant. Et j'avais trouvé ça hyper puissant. Tu peux un peu nous partager cette expérience ? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai fait mon premier niveau de formation de yoga restauratif en août 2020, mais j'ai fait un deuxième niveau thérapeutique en fait en février 2023. Et donc déjà à l'époque, en 2020, elle nous avait expliqué que le yoga restauratif, ce qu'on conseille comme pratique régulière, c'est 20 minutes par jour, une posture de 20 minutes par jour et 1 heure et demie par semaine avec une pratique complète. Ça, c'est un peu pour le quotidien, on va dire, quand tout va bien. Mais que si on souhaite avoir un effet thérapeutique, donc vraiment thérapeutique, soigné, quoi, il faudrait pratiquer, voilà, 1 heure par jour, quoi, enfin 2 ou 3 postures par jour. Et donc, quand j'ai fait ce deuxième module de formation, j'étais à un moment de ma vie où j'étais épuisée. Alors justement, j'ai partagé ça dans mon podcast très récemment. Donc, c'est les personnes qui ont envie d'aller voir vont pouvoir avoir mon témoignage. Mais je sortais donc d'un traitement médical lourd qui a stressé mon corps biologiquement. Et en même temps, j'étais dans cette traversée des négociations pour ma rupture conventionnelle qui était très conflictuelle. Donc, voilà, j'étais vraiment dans une période très compliquée au niveau du stress et émotionnel aussi. Et j'étais fatiguée dans le sens, je me levais le matin, je dormais la nuit, mais j'avais des douleurs. Je sentais bien que quand je donnais un cours de yoga, j'avais mal aux muscles, pas des courbatures, quoi. J'étais vraiment, et je me rendais pas compte que c'était de l'épuisement, mais au détour d'une analyse biologique, en fait, on m'a expliqué que j'étais en pré-burnout. Donc j'avais vraiment mon taux de cortisol qui était très bas, mon taux de DHEA qui avait augmenté, c'est-à-dire la DHEA avait déjà pris le relais du cortisol tellement il s'était effondré. Et donc voilà, en fait, j'étais en état d'épuisement sans m'en être rendu compte. Et je crois que du coup, cette formation thérapeutique est arrivée pile à ce moment-là. Et je me suis dit, il faut vraiment que je teste ce truc de faire 1 heure par jour, quoi, pour voir la différence et pour voir. Jusqu'à maintenant, j'avais fait 20 minutes par jour et 1 heure et demie le week-end. Et j'avais pas testé ce truc d'1 heure par jour sur plusieurs jours. Donc j'ai fait ça pendant un mois.
Et je me suis vraiment rendu compte que, en fait, personne ne s'autorise ça. On vit des vies où on ne peut pas s'autoriser 1 heure de repos par jour sur 24 heures. Et en fait, ça m'a choquée. Je me suis dit, c'est incroyable qu'on s'autorise des heures et des heures pour regarder Netflix, pour regarder Instagram, pour enfin, et on n'arrive pas à ne rien faire pendant 1 heure, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, moi, quand j'ai commencé le yoga restauratif et le yoga nidra, enfin, c'est pas du tout dans ma nature, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter. Je ne sais pas m'asseoir sur un canapé et ne rien faire. Jamais je fais ça. J'ai toujours, même si je suis sur le canapé, je tricote, enfin, je lis, je trie mes papiers. Je ne fais jamais rien, en fait. Je plie mon linge. Je ne sais pas rien faire, en fait. Et ces 2 pratiques, elles m'ont appris à me dire, ben là, pendant 1 heure, tu ne fais rien, ou pendant une demi-heure, ou 20 minutes. Tu ne fais rien, en fait. Tu es pendant 1 heure, 20 minutes, tu ne fais pas. Et ce vocabulaire, changer le mot faire par être, c'est vraiment un truc qui est très fort pour moi, parce que c'est dur, que c'est pas du tout dans ma nature et que c'est un vrai travail. Et je trouve que, enfin, je vois ça en consultation tous les jours. J'ai de nombreuses clientes qui ne se voient pas trouver 10 minutes pour elles, en fait. Même 10 minutes. Parce qu'on est toujours poussé à produire, à interagir avec les autres. Et en fait, apprendre à ne pas être en interaction pendant 20 minutes, à être dans le silence, à être dans l'immobilité, c'est vraiment difficile de nos jours. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit apprendre, en fait. On devrait apprendre. Alors évidemment, les enfants, c'est compliqué, ils sont petits, mais je crois que quand même, dès l'enfance, on peut les faire respirer quelques minutes et petit à petit leur apprendre que la vie, ce n'est pas juste faire et produire des choses, en fait. Mais c'est dur. Donc voilà pourquoi c'est un acte militant pour moi. C'est vraiment montrer aussi que c'est possible. Alors oui, aujourd'hui je suis pas salariée, j'ai une activité qui me permet des fois de faire des choses dans la journée. C'est vrai, c'est plus compliqué, je pense, quand on est salarié, qu'on travaille au bureau de 9 heures à 18 heures, qu'on rentre, qu'on s'occupe des enfants. Voilà, enfin, je conçois tout à fait qu'on puisse pas forcément se l'autoriser, mais je crois que tout le monde peut s'autoriser au moins un quart d'heure, que ce soit avant d'aller regarder une série avec son conjoint, que ce soit juste avant d'aller au lit. Je crois qu'on peut tous s'autoriser une vingtaine de minutes par jour. Et ça ferait du bien à la planète si on avait tous un petit moment pour se recentrer. Complètement. Et hyper touchant, ouais, tout ce que tu transmets et riche en prise de conscience hein, pour tout le monde. Effectivement, cette phrase, comme tu dis, on vit des vies où on ne peut pas s'autoriser à prendre 1 heure de repos par jour. ça fait réfléchir, quoi. Et donc ça, c'est ce que tu fais pour toi-même. Et tu te fais accompagner aussi à quel niveau notamment même pour soutenir dans ton activité? Du coup, moi, je me suis faite accompagner à plusieurs étapes. En fait, à chaque étape, plus ou moins, j'ai eu des accompagnements différents. Ça a commencé avec Live Mentor. Ça a été mon premier accompagnement parce que certes, il y a une partie de cours en ligne, mais il y avait quand même ce coaching individuel qui était avec, à l'époque, en plus, je suis bien tombée. Je suis tombée sur Caroline, qui est la créatrice d'un réseau d'entrepreneuses féminines à Toulouse. Donc, par hasard, on s'est recroisés ensuite parce que voilà, c'était vraiment rigolo de tomber sur elle. Donc, elle m'a vraiment aidée, voilà, à ce moment-là, à lancer le site et le compte Instagram, ce qui était pour moi quand même très compliqué. Enfin, c'était un peu une montagne et du coup, grâce à elle, bah, ça a été fait rapidement. Ensuite, je me suis fait une deuxième fois donc accompagnée avec cette formation par Angélique Romain de Ethica Formation, Ethica pardon Communication, qui m'a donc là c'était un coaching collectif sur vraiment la prise en main d'Instagram et globalement des réseaux sociaux. Il n'y avait pas que Instagram, mais il y avait on a un petit peu travaillé sur Facebook et LinkedIn, mais c'était essentiellement quand même sur Instagram. Donc là, j'ai appris, je sais pas moi, à faire des réels, des trucs tout bêtes quoi, des stories, avoir une identité visuelle, ce genre de trucs. Et ensuite, quand j'ai voulu créer mon programme en ligne, ça faisait un petit moment que je suivais Cécile de Yogi Biz, qui proposait un coaching collectif pour les profs de yoga. Donc ça faisait vraiment sens pour moi parce que c'était bien adressé voilà, aux profs de yoga. Et elle proposait justement d'apprendre à créer un produit en ligne. Elle, c'était vraiment développer développer un chiffre d'affaires parallèle à la pratique locale en ligne. Donc, je me suis dit, ça correspond tout à fait à ce que je recherche.
Et du coup, après avoir consommé pas mal de son contenu gratuit, je me suis décidée à investir dans sa formation et ça m'a aidé à lancer mon podcast et mon programme Plénitude et mon programme Pause, donc mes 2 petits programmes en ligne. Donc, je me suis fait accompagner à ce niveau-là. Et maintenant, là, en ce moment, je me fais accompagner par Marion du compte hashtag Orga pour l'organisation, pour vraiment réorganiser les choses au sein même de mon business, ma façon de faire les choses, mon temps, pour justement ce que je partageais tout à l'heure sur cette année. Là, j'ai vraiment envie d'optimiser, c'est-à-dire de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais mieux, en moins de temps et surtout avec moins de stress et moins de pression pour juste vivre sereinement cette nouvelle activité, d'autant plus que maintenant, je n'ai plus mon activité salariée, donc j'ai un peu plus de temps aussi. Et, euh, et l'idée n'est pas de le remplir encore d'autres choses. Justement, tu dois évoluer comment à l'avenir? Et ben alors ça, c'est vraiment une question donc tu m'avais partagé les questions à l'avance, donc je me suis dit, tiens, c'est une question que je ne me pose jamais. En fait, je ne sais pas, dans le sens où j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir construit à peu près ce que j'avais envie de construire. C'est-à-dire, c'est vraiment l'image que je m'étais faite de mon entreprise. Euh, donc, on va dire que j'ai atteint un premier niveau que je souhaitais atteindre et du coup, j'ai envie d'en profiter un peu pour le moment. Même si je me dis que peut-être un jour, enfin, disons qu'il y a très longtemps, très 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 longtemps, quand j'étais encore à Paris, quand je commençais le yoga et quand j'ai commencé ma formation de yoga, que j'avais envie de me former, j'avais en tête d'avoir une sorte de maison du bien-être. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, il y en a plein, en fait, des maisons comme ça. Mais à l'époque, c'était quand même qui aurait pu rassembler différents corps de métiers. Donc, il y aurait pu avoir une salle de yoga, des consultations de naturopathie, mais aussi des massages. Oui, enfin, tu vois, en fait, voilà, une sorte de maison du bien-être. Alors, je sais que maintenant, ça existe hein, dans plein de villes, il y en a un peu partout, c'est assez courant. Mais à l'époque, moi, j'avais bien envie un jour d'avoir quelque chose comme ça à moi, quoi. Enfin, de construire un truc comme ça où moi, je pourrais donner les cours de yoga et de naturopathie et avoir d'autres personnes qui travaillent avec moi. Donc, est-ce qu'un jour ça verra le jour? Je ne sais pas. Ça reste dans un petit coin de ma tête. Mais pour le moment, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai construit et ça me convient bien aussi, même d'exercer de chez moi, même si ça a des inconvénients, ça a aussi un côté, tant que ma fille est petite, qui est plutôt pratique. Enfin, donc voilà, j'ai pas de grandes ambitions, mais simplement de continuer à partager, à faire vivre. Alors peut-être aussi de faire évoluer. Euh, Comme je suis quelqu'un qui continue à me former tout le temps et qui a beaucoup de centres d'intérêt, il y a des sujets qui me tiennent à cœur que j'ai envie d'aborder un jour, que je suis pas forcément prête à aborder tout de suite, mais je pense que ça verra le jour aussi dans quelques temps. Je sais pas encore comment, sous quel format, en ligne, en présentiel, on verra. Est-ce qu'il t'arrive encore de douter aujourd'hui, maintenant comme tu dis que tu as atteint un petit peu finalement en 3 ans ce que tu t'étais fixé en fait? Alors, est-ce qu'il m'arrive encore de douter? Forcément un petit peu, je pense, mais beaucoup moins qu'avant. Ça n'a rien à voir par rapport au début où je doutais tout le temps, tous les jours. Aujourd'hui, j'ai quand même une certaine confiance en ce que j'ai construit aussi, en la fidélité de mes clientes et je me rends compte que j'ai aussi plein de nouvelles clientes aussi régulièrement. Donc, même si j'ai des clientes qui s'en vont, il y en a des nouvelles qui arrivent. Donc, j'ai beaucoup moins de doutes. Alors évidemment, si on était reconfiné, bon, ça serait pas la même histoire. Mais je me dis, je rebondirai, je trouverai toujours une solution. Maintenant, j'ai quand même construit une sorte de confiance que j'avais pas du tout au début. Et du coup, tout ça, c'est très positif. Trop bien, ça donne tellement espoir, tu vois, moi qui suis à la fin de ma première année, bah, de te voir toi 3 ans plus tard dans cette confiance, bah moi ça me fait énormément de bien, vraiment. De voir ça, c'est hyper motivant, je trouve. Ça serait quoi ton conseil à une personne qui débute, qui vit cette année 2020 que tu as vécue? Ben, je pense que mon conseil, c'est vraiment de pas se décourager enfin, je pense vraiment que la persévérance, c'est le truc, c'est la qualité que doit avoir enfin, que doivent avoir tout entrepreneur, quoi.
Parce que finalement, je crois que si on persévère, on réussit toujours en fait. Ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui abandonnent. Enfin, j'ai vraiment cette croyance que si on fait alors, il y a peut-être des choix qui sont plus ou moins bons au départ. C'est vrai que moi, j'ai quand même fait des choix assez stratégiques au niveau de mes dépenses. Le fait aujourd'hui, moi, j'ai investi dans une véranda, enfin cette extension, donc que je rembourse encore aujourd'hui, hein, c'est pas fini. J'en ai encore pour 2 ans de remboursement. Enfin voilà, c'était un gros investissement. C'est pour ça que j'étais autant désespérée aussi en 2020, c'est que je me disais, j'ai entre la formation de naturo, la véranda, tout ce que j'ai investi, c'était trop dur de se dire, je laisse tout tomber quoi. Donc, mais j'ai quand même choisi un business model avec un minimum de charges. Et c'était voulu parce que je me suis vraiment dit, si je veux en vivre, c'est-à-dire si je veux pouvoir vivre de ça et pas avoir d'autres travail à côté, je suis obligée d'avoir un minimum de dépenses et de bien choisir dans quoi je dépense. Donc des dépenses, j'en ai faites, bien sûr, hein, j'en ai faites déjà dans des accompagnements, des formations, ça c'est sûr, mais aussi au quotidien pour certains outils. Mais je reste dans quelque chose de vraiment minimaliste pour l'idée, c'était quand je me dégagerai suffisamment de bénéfices, je verrai si je peux investir plus. Ou peut-être, à un moment donné, louer une salle plus grande. On verra. Mais au jour d'aujourd'hui, le fait d'avoir construit un business avec peu de charges, c'est aussi ça qui fait que j'en vis, quoi. Donc, faire les bons choix, je pense, au début, être assez stratégique, en fait. Ne pas garder que l'image, je vais transmettre le bien-être, etc. C'est soit on se dit, moi j'ai juste envie de donner des petits cours de yoga et de transmettre du bien-être. Dans ce cas-là, effectivement, on donne 1 ou 2 cours de yoga, peut-être dans des assos ou n'importe quoi, et c'est très bien comme ça, et ça peut tout à fait être complémentaire à une vie professionnelle très riche à côté. Mais si on décide d'en faire vraiment sa profession et il faut tout de suite passer dans la casquette, je suis entrepreneur, quoi. Et donc, je suis obligée de penser un peu à l'argent et à la structure en fait et ça c'est peut-être ce qui peut faire défaut. Donc ça et la persévérance. Moi, je pense que c'est vraiment endosser tout de suite la casquette de chef d'entreprise et la persévérance. C'est les deux, je pense, les 2 outils les plus importants. Ça résonne forcément avec tout ce que je vis aujourd'hui. Et je voulais terminer par la question rituelle de ce podcast. Donc ce podcast s'appelle « Un autre chemin est possible ». Donc selon toi, lequel ? Eh bien, un chemin dans lequel la valeur des gens ne serait pas fonction de leur capacité à faire, mais de leur capacité à être, dans lequel on prendrait le temps de vivre, tout simplement. Merci Julie pour ce mot de la fin. Juste avant de nous séparer, est-ce que tu as une actu à partager ? Je mettrai évidemment les liens dans l'épisode vers toutes tes ressources, ton site, ton podcast, ton Instagram. Très récemment, là, alors du coup, au moment où tu vas lancer cet épisode, je pense que ce sera déjà sorti. Il y a une petite formation gratuite que je vais proposer pour vaincre en fait les différentes formes de fatigue, un peu mieux les connaître et comment trouver les outils pour en sortir. Donc c'est voilà une mini formation gratuite avec beaucoup de contenu de valeur à l'intérieur que vous pourrez retrouver effectivement dans les liens que tu vas donner. Et voilà. Merci Julie, c'était hyper inspirant, hyper apaisant aussi pour moi de t'écouter, ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça résonnera aussi pour beaucoup de personnes qui auront la chance de te découvrir au travers ce podcast. Merci infiniment. Merci beaucoup à toi, c'était super de revenir aussi sur mon parcours, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, donc vraiment c'était très très chouette. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi j'ai adoré faire cet échange avec Julie. J'avais l'impression d'écouter une grande sœur, un tout petit peu plus avancée que moi sur son chemin entrepreneurial, et son récit m'a énormément apaisée. Ce que je retiens, c'est que même si les débuts sont chaotiques et que rien ne se passe comme prévu, ça ne présage en rien de la suite, que dans les moments difficiles, l'anxiété ne sert à rien, qu'il vaut mieux cultiver la confiance en l'avenir et surtout persévérer. Et enfin, que dans cette vie de folie, on a le droit de s'autoriser du temps de rien, même 1 heure par jour. Donc je retiens aussi à quel point Julie, elle n'a pas hésité à se faire accompagner tout au long des 3 ans et sur des sujets très différents en fonction de ses besoins qui évoluaient au fur et à mesure. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Spotify ou Apple Podcast ou même laisser un petit commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Ça me fera très plaisir et ça aide le podcast à se faire connaître. D'ici le prochain épisode, je vous retrouve sur Instagram pour des partages au quotidien
ou en séance. Si vous souhaitez faire l'expérience d'un coaching avec moi, je propose des séances découvertes gratuites pour vous aider sur votre chemin entrepreneurial, que ce soit pour avoir plus de clarté, pour retrouver de la motivation et vous aider à dépasser tous vos challenges. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.